Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Que dévoile cette étude ? Eh bien, elle dévoile le bond en avant de ces actes de sabotage ou de ces attaques. D'abord, qui produit cette étude ? C'est le média Vertska, c'est un site indépendant russe en ligne. Il n'est pas spécialement connu pour être favorable à Vladimir Poutine. Il n'est pas non plus spécialement connu pour son opposition. Bref, il a une certaine crédibilité. Alors, que révèle-t-il ? Eh bien, qu'il y a eu en Russie 2,5 fois plus de sabotage sur les 4 premiers mois de l'année que sur toute l'année 2022. 57 actes de sabotage depuis le 1er janvier, contre 21 sur l'ensemble de 2022 et un seul en 2021. Oui, c'est un énorme bond en avant. Dans le détail, on en a compté 12 en janvier, 12 en février, 7 au mois de mars, 12 en avril et 14 rien que sur les 12 premiers jours du mois de mai. Autrement dit, ces attaques sont devenues quotidiennes. Mais de quel genre de sabotage parle-t-on ? Eh bien, ne sont recensés que les sabotages, je cite, pour protester contre la guerre. Beaucoup d'attaques sont incluses, les fameux incendies dont on vous parle régulièrement, les bureaux d'enrôlement militaire, les commissariats, les voitures de police, comme ici à la fin du mois d'avril dans la région de Kirov, et même des actes de vandalisme contre du matériel militaire, comme la destruction de cet avion Sukhoi dans une usine d'aviation dans le centre de la Russie. Sont comptabilisés aussi, et c'est la catégorie la plus importante, les sabotages de trains et de matériel ferroviaire. Vertska en compte 36 depuis le début de l'année, comme ici il y a quelques jours dans la région de Kalouga, on est au sud-ouest de Moscou. Ou encore, vous allez le voir, le déraillement le 1er mai de ce train en provenance de Biélorussie, près de Briansk, tout près de l'Ukraine. Et dans ce domaine, les spécialistes, ce sont les partisans de la Légion Liberté pour la Russie. On vous en a déjà parlé. Il s'agit d'un groupe d'opposants russes libéraux. Voilà, un groupe parmi d'autres, mais c'est vrai qu'il a procédé à un certain nombre de ces sabotages. Est-ce que tout le territoire russe est concerné ? Est-ce que cette étude évoque ce sujet-là ? Alors globalement, oui, tout le territoire russe est concerné, mais ces sabotages se concentrent dans les régions frontalières de l'Ukraine, tout à l'ouest, comme ici, vous les voyez, les régions de Briansk, de Koursk et de Belgorod. Là, pour être précise, il s'agit de tous les incendies qui ont été recensés depuis le 24 février. En bleu, ceux avant la mobilisation de septembre, et en orange, ceux après. Mais ce qui est frappant également, c'est que de plus en plus de sabotages ont lieu autour des grandes villes, Saint-Pétersbourg et Moscou, donc bien davantage à l'intérieur du pays. Précision, nous avons nous-mêmes mené notre enquête et il en ressort que seuls sont comptabilisés par ce média les incendies et les explosions dont on a la certitude qu'ils sont la conséquence d'une volonté de sabotage. Cela veut dire qu'énormément d'autres incendies qui restent inexpliqués ne sont pas comptabilisés, à l'image de celui du ministère russe de l'Intérieur, ici en mars, ou quelques jours plus tard, celui de ce bâtiment du FSB à Rostov-sur-le-Don. Et ce matin encore, le ciel de Moscou a été envahi par un immense panache de fumée. C'est la conséquence de l'incendie dans une usine de papier. Alors, autrement dit, les chiffres donnés par cette enquête, et vous suivez, Justine, particulièrement ces sujets depuis quelques semaines, ces chiffres-là sont peut-être à multiplier par 2 ou par 3. Merci, Justine. Autrement dit, on est sur un rythme au moins quotidien, mais il y en a peut-être 2 ou 3 par jour. Donc c'est étonnant de voir comment, encore une fois, ces phénomènes ces attaques qui semblaient marginales, sont devenus aujourd'hui un autre front. Est-ce que c'est comme ça que vous les percevez, que vous les analysez, Général Gomard ? Ah oui, je pense que ce qui est très intéressant, c'est effectivement les Ukrainiens n'ont pas tellement la possibilité de frapper le sol russe, et que effectivement les anti-Poutine, voire des Ukrainiens. Alors, est-ce qu'ils sont effectivement derrière alimentés par la CIA ou par des pays occidentaux qui les financent pour mener ces attaques ? Ça reste possible, mais effectivement, comment est-ce qu'on peut faire cesser l'attaque russe, si ce n'est finalement en allant la chercher sur son propre sol ? Parce que tant qu'elle est, en Ukraine, finalement, les Russes ne sont pas tellement concernés. Là, de fait, la population russe se sent directement concernée, elle est directement touchée. Je parle au-delà des soldats, bien sûr. Je parle de la population civile et des Russes, des citoyens russes plus normaux. Mais donc c'est un moyen, en effet, et on voit bien l'augmentation asymptotique presque, qui est en train de se passer.
Parce que 14 attaques en 12 jours du mois de mai, les 12 premiers jours du mois de mai, c'est quand même plus d'un par jour, enfin un par jour en moyenne. C'est quand même incroyable. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette ampleur-là, on a quitté l'impact strictement psychologique de ces attaques et qu'on commence à avoir un impact, sinon militaire, en tout cas logistique, que ça commence à poser des difficultés logistiques pour vous, Jean-Dominique? C'est difficile de le mesurer. En tout cas, on a quand même l'impression que c'est vraiment une série d'opérations clandestines. Effectivement, si les Ukrainiens n'ont pas les missiles permettant de tirer sur des... Ils le font de temps en temps. Ils le font de temps en temps, mais là, manifestement, ils ont une manière, ils ont sans doute trouvé une manière de le faire de manière clandestine avec des gens sur le terrain. Quel effet ça fait? Ça met les gens les services de sécurité sur les dents. Là, et donc ça a un effet psychologique. C'est vrai que ce sont un peu des piqûres d'insectes. Il n'y a pas des centaines de morts, il n'y a pas des... Voilà, mais c'est tout le temps, il y a des petits trucs qui se passent. Donc ça crée un climat, effectivement, ça porte le conflit sur le sol russe, et ça a un impact psychologique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Question à vous qui aimez beaucoup l'histoire et les comparaisons historiques. Est-ce que ça peut se comparer à ce qu'était la résistance dans les années 42, 43. Oui, les Britanniques avaient mis en place un service spécialisé qui s'appelait le SOE, qui était un service d'action qui faisait des opérations dans toute l'Europe occupée. Ce genre d'action, alors c'était des actions plus spectaculaires, souvent. C'est par exemple, ça parlera aux gens, la fameuse bataille du rail qui avait donné lieu à un film très célèbre à la Libération, justement, où il s'agissait de couper les voies de chemin de fer avant le débarquement. Donc il y a eu des opérations de très grande ampleur. On voit, en revanche, ce qu'on ne voit pas, c'est des opérations d'assassinat ou d'attaque de gens. C'est toujours là, on est encore dans le degré en dessous. Mais cette question, par exemple, pendant l'occupation, fallait-il ou pas attaquer les soldats allemands, était quelque chose qui divisait les mouvements de résistance, parce que à chaque fois que des soldats allemands étaient attaqués, ça provoquait des otages étaient fusillés. Bref, c'était un grand débat politique. Là, on n'est pas du tout là-dedans. On voit pas des soldats russes se faire attaquer. On voit des propagandistes se faire attaquer. Alors, des propagandistes se faire attaquer. Absolument, vous avez raison. Oui. Il y a ce leader mais ce sont pas les soldats. Droite mais pas les soldats. Vous voyez, on est encore dans une phase. On est dans une phase quand même assez de retenue quand même encore. Et on tape sur les aspects logistiques. De fait, on tape sur les les raffineries, on tape sur les trains, donc l'approvisionnement, de façon effectivement à affaiblir ou tenter d'affaiblir les approvisionnements russes, que ce soit en pétrole, que ce soit en tout type de matériel, en munitions, pourquoi pas. Donc il y a bien une vraie volonté derrière. Et ça prend de l'ampleur. Et on voit bien qu'effectivement, avant le débarquement du 6 juin 1944, le nombre de sabotages sur le sol français ont augmenté énormément. Est-ce que ça révèle, pour vous, une organisation? Alors justement, c'est la question. Une coordination. Ce qu'on a du mal à mesurer, encore une fois, c'est le niveau de planification et de coordination de tout ça. Est-ce que on a l'impression qu'ils attaquent beaucoup de choses très différentes et pas là où ils peuvent en réalité, beaucoup plus que se dire on va se prendre systématiquement le réseau de distribution d'électricité ou le réseau de chemin de fer qui seraient des opérations beaucoup plus planifiées, beaucoup plus comme celles qui étaient menées dans l'Europe occupée par les nazis. Là, on a quand même l'impression que c'est des choses assez diverses. On attaque parfois un supermarché prend feu, parfois un propagandiste, il y a un attentat, parfois un centre de recrutement prend feu. On a l'impression qu'on est quand même encore dans l'opportunité. D'assez peu... coordonné en tout cas, avec un objectif stratégique très clair. Je pense qu'on n'en est pas à une attaque en disant, voilà, on brise, on tente de briser, en tout cas, par exemple, ce qu'on voit à l'image, le réseau de chemin de fer qui est essentiel pour la logistique de l'armée russe en Ukraine. J'ai pas l'impression qu'on en soit là. Mais effectivement, c'est plutôt des piqûres de guêpes, un peu tous les jours, ou de moustiques plus exactement, plus que de guêpes, de moustiques, des piqûres de moustiques qui grattent, qui font mal, qui font pas, qui vous envoient pas à l'hôpital, mais ça finit par être agaçant. Est-ce que vous diriez-vous que c'est un
un second front, d'une certaine manière, un front intérieur à la Russie. Vous n'iriez pas jusque-là, Romain? Moi, j'ai une vraie question déjà sur les motivations des différents groupes probablement qui interviennent sur ce type de sabotage. La deuxième occurrence la plus importante, ce sont des sabotages de centres de recrutement. Il est quand même fortement probable qu'une partie de ces sabotages ne soit pas motivée par un rejet de la guerre en tant que telle, mais par des tentatives locales d'éviter que certains proches puissent être mobilisés et envoyés au front. Donc on est peut-être encore sur quelque chose de... On protège son intérêt particulier en tant qu'individu plutôt qu'un engagement politique plus global au niveau du pays. Ensuite, sur les gens qui ont une vraie motivation de lutte contre le pouvoir politique actuel en Russie, il y a ceux qui sont des résistants en tant que tels et il y a probablement des commandos ukrainiens. Pareil, là, les deux logiques ne sont pas les mêmes. Et donc la question, comme le disait Jean-Dominique derrière, c'est est-ce qu'il y a une commandos capacité ukrainiens à l'intérieur de la Russie? Probablement que sur certaines des opérations, on a ce type celles qui sont proches de commandos. Et donc la question derrière, c'est est-ce qu'il y a une capacité à coordonner certains de ces efforts pour arriver à les rendre pertinents, par exemple en bloquant des axes logistiques en lien avec d'éventuelles opérations sur le terrain en Ukraine. Et enfin, dernier point, où il y a un gros point d'interrogation, on observe qu'effectivement, le gros de ces sabotages a lieu plutôt dans des zones urbaines, à proximité des grandes villes. Ce ne sont pas les principaux lieux de recrutement des forces russes. Et on se rend compte que dans les régions où les minorités sont fortement mobilisées, on observe assez peu de sabotage. Alors, est-ce qu'on en observe assez peu parce que ce sont des lieux où il n'y a pas ce type d'insurrection, ou est-ce que c'est parce que c'est moins médiatisé, moins filmé? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Oui. Vera, est-ce que ces actes, ces actions, ces attaques, ces sabotages, qui sont relativement peu médiatisés, hein, vous en voyez les commentaires, ça suscite une inquiétude sur les réseaux plus ou moins informels que vous êtes amenés à consulter? Oui, effectivement, les gens russes discutent sur les réseaux sociaux, notamment sur Telegram, ces actes de sabotage qui nous montrent quand même qu'il y a une sorte d'émergence de mouvements de partisans en Russie qui est complètement décentralisé, on est bien d'accord. Ce sont des opérations individuelles qui sont menées pour les raisons souvent très diverses. On a encore un peu d'informations parce que souvent ces gens-là sont arrêtés. On arrive à les identifier et à les Alors ça, arrêter. c'est un point important parce que on a peu d'images de ces arrestations. On a le souvenir d'en avoir eu, par exemple, au moment où ce blogueur russe à Saint-Pétersbourg, proche de Prigojine, a été tué. Là, il y a eu des arrestations. On a le souvenir aussi d'un ressortissant ukrainien qu'on nous avait présenté comme l'auteur d'une attaque, et je n'ai plus le souvenir exactement de ce qu'était la cible, mais c'est pas si fréquent. Exactement, mais pas tous les sabotages, ils arrivent à trouver des responsables. Mais de temps en temps, ils arrivent à les arrêter. Donc souvent, ce sont effectivement, comme c'était déjà dit, les gens dont les proches étaient touchés par la guerre. Par exemple, le frère a été tué sur le front et son cousin voulait mettre en feu le centre de recrutement. Après, souvent, ce qui est très intéressant, à mon avis, les voies ferrées, les sabotages sont organisés par adolescents. Ça, c'est très intéressant. Par des adolescents? Oui, les adolescents, les écoliers, en fait, les jeunes garçons de 15-16 ans. Et pour des motivations politiques? On ne sait pas ça, on ne voit pas leurs explications. Souvent, on raconte que voilà, ils ont décidé d'empêcher le gouvernement de faire quelque chose sur leur territoire, mais le gouvernement ne présente pas leur motivation parce que bien sûr, ils ne veulent pas montrer qu'il y a une résistance motivée politiquement. Voilà. Mais sinon, ça existe effectivement, et il y a plusieurs types de ces attaques. C'est pas que les actes sur les voies ferrées, c'est aussi les incendies mystérieux. Effectivement, il y en a beaucoup, notamment dans les usines, qui peuvent être très utiles à l'économie russe. Il y avait minimum déjà 3 attaques sur les propagandistes russes, dont 2 ont réussi. Donc en août, il y avait la propagandiste Daria Dugina, qui n'était pas connue du tout en Russie, elle était assassinée. Après, il y avait effectivement en mars Tatarsky, Vladlen Tatarsky, à Saint-Pétersbourg, qui était apparemment, d'après l'information que je vois, c'était coordonné avec les Ukrainiens. C'était les deux. C'était l'opposition russe dans la Russie et c'était les Ukrainiens qui ont aidé de mettre en place cet attentat. Voilà. Est-ce que cette idée, cette thématique qu'il y aurait en Russie, parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens en Russie, une partie de ces Ukrainiens qui constituerait une force de l'ombre au service de Kiev, est-ce que cette idée-là, elle existe en Russie ?
Pour l'instant, non, parce que toute résistance organisée à un régime est presque impossible. En fait, les leaders seront ciblés très vite et emmenés en prison, torturés et tués. Donc, personne n'ose pas, je dirais. Donc, ça, je ne vois pas comment ça peut se passer dans les mois qui viennent. Par contre, même ces attaques centralisées, ça a en effet déjà psychologique, parce que les gens russes voient qu'il y a une minorité active qui résiste par les moyens qu'ils peuvent utiliser, qui sont à leur disposition. Et après, quand même, ces attaques, ils attire l'attention de plusieurs services d'État. Ça veut dire la police doit s'en occuper, le FSB doit s'en occuper, les différents fonctionnaires. Donc ça tourne l'attention et ça consomme des ressources, vous voyez, dont la Russie maintenant a, je dirais, avec lesquelles la Russie a maintenant les problèmes. Donc ça a en effet quand même si ce sont des petites piqûres, comme c'était bien dit, quand même ça a en effet cumulatif sur le potentiel de la Russie pour mener cette guerre. C'est ça, c'est ça. Oui. Est-ce que ça ne peut pas avoir aussi, mais alors là, on a toujours l'habitude de raisonner à partir d'une idée et de son contraire, ça ne peut pas nourrir ce discours paranoïaque de la Russie qui consiste à dire « nous sommes les agressés, les véritables agresseurs, ce sont les Ukrainiens qui ne sont que le bras armé de l'Occident ». Bien sûr, parce qu'en fait, derrière, les Russes nous prouveront qu'effectivement, derrière, les Ukrainiens sont éventuellement armés, alimentés par des services occidentaux, voire que les forces spéciales ukrainiennes, si elles agissent sur le sol russe, ont été formées par les Occidentaux. Donc oui, bien sûr, derrière, ça va alimenter le discours, j'allais dire, obsidional, le complexe obsidional russe. Bon. Et ça va le légitimer peut-être aux yeux de la population. Alors justement, sur cette auto-justification, je ne suis pas sûr justement que ça puisse faire basculer des gens en termes d'opinion. Globalement, ceux qui sont déjà convaincus que la Russie était effectivement menacée, qui croient à ce discours du pouvoir russe, resteront sur cette ligne-là. Les autres qui ont une autre vision de la situation géopolitique, ça m'étonnerait qu'ils se mettent tout d'un coup à dire en fait Vladimir Poutine a raison parce que tel train ou tel bâtiment a été saboté. Juste un petit point qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'avant l'invasion de 2022, la marine russe notamment avait une fâcheuse tendance à avoir des bâtiments qui prenaient feu tout seuls ou qui avaient des avaries dans leurs principaux arsenaux, dans leurs principales industries. Il y a aussi un vrai problème en termes de qualité de l'industrie, des infrastructures russes, du mode de fonctionnement des équipes sur le terrain, qui fait que globalement il y a aussi beaucoup de dommages qui sont dus à l'incurie de la société russe, de l'économie et de l'industrie russe, qui font que globalement il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent naturellement. Et peut-être que ça s'accélère parce et que en plus, les départs à l'étranger, parce que les départs pour le front, et du coup moins de personnes pour s'occuper effectivement de ces questions logistiques. Voilà, ça aussi. À mon avis, les sabotages, surtout, ils servent pour le régime pour justifier encore les répressions à l'intérieur, parce que ces sabotages, ils sont organisés plutôt par les Russes, oui, en coopération parfois avec les Ukrainiens, mais ça montre l'exemple des Russes qui résistent. Donc ça un peu provoque en spirale. Le plus de sabotages il y a, le plus de répression, de plus de sabotages, parce que les gens veulent résister, parce que le régime, effectivement, parfois, il devient vraiment absurde. Vous savez, juste, je crois, il y a 2 jours, il y avait un ouvrier de l'usine, un simple ouvrier dans une petite ville, qui était arrêté parce qu'il portait les pantalons bleus et une veste jaune qui rappelait les couleurs de l'Ukraine. Il n'en savait rien, peut-être il ne sait pas même le drapeau ukrainien. Bon, maintenant, c'est assez difficile en Russie parce que c'est beaucoup discuté, mais quand même, il était juste un petit ouvrier. Donc ça devient de plus en plus absurde et ça provoque de plus en plus de rejet. En fait, les gens se disent, mais ça devient n'importe quoi.